Il y a 7 ans, en moins de 24 heures, 4 pétitions différentes réclament que Warner Bros. Retire un acteur du rôle de Batman. Le motif? Il vient de jouer un vampire qui brille au soleil. Aujourd'hui, ce même acteur partage l'affiche de 3 films qui, cumulés, génèrent plus d'1 milliard de dollars au box-office. Et dans aucun des articles qui célèbrent son année, on ne l'appelle plus jamais Batman. Robert Pattinson n'a jamais eu le luxe qu'on lui fasse confiance avant de prouver quoi que ce soit. Jamais. Twilight l'a rendu riche, mondialement connu, adoré par des millions de fans du jour au lendemain, mais ça l'a aussi enfermé dans une étiquette qu'il n'avait pas choisie, celle du visage, pas du talent. Et une étiquette comme ça, une fois collée, elle ne part pas facilement. Alors il a fait ce que peu d'acteurs devenus cultes à 22 ans osent faire, il a fui le succès facile. Une décennie de films indépendants, de rôles inconfortables, de personnages cassés, loin des paillettes, loin du public qu'il avait rendu célèbre. Sa légitimité réelle grimpait en silence dans des salles à moitié vides, tandis que sa légitimité perçue, elle, restait gravée en 2008, dans une forêt embrumée entourée d'ados hystériques. Et quand Warner Bros. Lui tend enfin la cape du Batman, la consécration qu'aucun de ses films discrets ne lui avait offert, le même mécanisme se reproduit à une échelle bien plus grande, jugé sur son passé, pas sur son potentiel. Sauf qu'en creusant un peu, ce mécanisme n'a rien de nouveau. Il s'est déjà produit 2 fois avant lui, dans des circonstances presque identiques, avec 2 résultats qui devraient nous faire réfléchir avant de juger qui que ce soit. Donc la vraie question de cette vidéo, ce n'est pas de savoir si Robert Pattinson est un bon Batman, c'est de comprendre pourquoi, année après année, acteur après acteur, on continue à juger les gens sur l'image qu'on leur colle, plutôt que sur ce qu'ils prouvent une fois le masque retiré. Mai 2019, donc le nom de Robert Pattinson circule enfin officiellement, et la nouvelle tombe mal. En quelques heures, 4 pétitions change.org réclament son remplacement. La plus suivie approche les 5000 signatures. Sur les réseaux, on l'affuble d'un surnom moqueur, Airbats, la contraction cruelle entre Robert et Twilight. Le raisonnement ambiant est simple, presque paresseux. Comment un acteur connu pour scintiller dans un film pour ados pourrait-il incarner le justicier le plus sombre de la pop culture? Mais si on prend un peu de recul, cette histoire on l'a déjà vécue 2 fois. En 1989, quand Tim Burton choisit Michael Keaton, un comédien connu pour Beetlejuice et Monsieur Mom, pour jouer Batman, la réaction dépasse tout ce qu'on connaît aujourd'hui. 50 000 lettres de protestation atterrissent chez Warner Bros. Et le Wall Street Journal en fait sa une. Puis en 2013, quand Ben Affleck récupère le costume, plus de 30 pétitions arrivent en une journée. Certaines dépassent les 3000 signatures, et la principale frôle les 100 000. Face à ces 2 précédents, la controverse Pattinson, plafonnée à 5000 signatures, est en réalité la plus modeste des 3. Donc si le doute était objectivement plus faible cette fois-ci, pourquoi est-ce que tout le monde, moi y compris à l'époque, pensait que c'était la pire idée de casting de l'histoire du cinéma? Quelque part en 2019, Robert Pattinson a forcément vu les mêmes titres que nous. Les mêmes captures d'écran de Airbats, les mêmes blagues, le même chiffre qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. On ne saura jamais vraiment ce que ça fait de lire ça sur soi-même, mais on sait ce qu'il a choisi de répondre. Rien. Aucune interview de justification, aucun tweet de réponse, juste le silence et le tournage qui commence. Le film sort le 4 mars 2022, et là, quelque chose d'inattendu se produit. Le doute s'effondre presque instantanément, Rotten Tomatoes stabilise le score autour des 86%, sur plus de 200 critiques recensées. Le week-end d'ouverture rapporte 128,5 millions de dollars, le meilleur démarrage de toute l'année 2022, à une époque où les salles peinaient encore à retrouver leur public post-pandémie. Le film franchit ensuite les 369 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Mais ce ne sont pas les chiffres qui expliquent le vrai basculement, c'est le choix créatif. Plutôt que de copier ses prédécesseurs, Pattinson et le réalisateur Matt Reeves refusent l'action pure et le charisme facile. Ils orientent le film vers l'enquête, le polar, le film noir, un Batman qui redevient littéralement ce qu'il était censé être depuis le début, le plus grand détective du monde, pas juste un homme en costume qui frappe fort, très tiré, cerné, habité par une rage qu'il ne sait pas encore maîtriser, inspiré ouvertement par l'esthétique de Kurt Cobain, un Bruce Wayne reclus, presque punk. Certaines critiques, comme celle d'Insider, vont jusqu'à le placer directement au niveau de Michael Keaton, la référence historique absolue du rôle. Et derrière les caméras, quelqu'un d'assez inattendu prend sa défense publiquement. Christian Bale lui-même, l'ancien Batman. Celui-là même qui aurait toutes les raisons de rester silencieux face à un successeur. Le producteur du film racontera plus tard que ce geste les a profondément touchés. La preuve qu'un doute, aussi fort soit-il au moment du casting, ne veut plus rien dire une fois le travail regardé en face. Keaton justement, après le déluge de lettres, il enchaîne Batman Returns 3 ans plus tard,
puis refuse 15 millions de dollars pour ne pas tourner dans Batman Forever. Un choix artistique assumé, pas une question d'argent. Il reviendra même dans le rôle plus de 30 ans après, dans The Flash, accueilli cette fois comme une légende vivante plutôt que comme un intrus. Ben Affleck suit une trajectoire presque similaire. Conspué en 2013, il devient quelques années plus tard l'objet d'une campagne de fans qui réclament cette fois qu'on lui laisse plus de temps à l'écran. Le surnom moqueur Batfleck finit par devenir un complément. Dans les deux cas, exactement le même schéma. La controverse s'éteint, la performance reste. Ce n'est jamais un hasard d'ailleurs si ce sont systématiquement les gens les plus proches du projet, les réalisateurs, les producteurs, qui restent les plus sereins face au tollé. Tim Burton, en 1989, expliquera avoir choisi Keaton précisément parce qu'il n'avait rien d'un héros classique. Un type ordinaire, disait-il, que l'idée même de le transformer en Batman rendait plus intéressante. Il voit avant tout le monde ce que le public ne peut pas encore voir, parce qu'ils ont déjà lu le scénario, déjà vu les essais caméra, déjà observé le travail que personne d'autre n'a encore eu le droit de regarder. Le public, lui, ne juge que sur l'image. Les artisans, eux, jugent sur la prestation. Il y a quelque chose d'ironique en creusant les chiffres des trois controverses. Keaton, Affleck, Pattinson. La plus ancienne, celle de 1989, s'est construite sur des lettres manuscrites, envoyées une par une, à une époque où protester demandait un effort réel. 50 000 personnes ont pris le temps d'écrire. En 2019, il suffit d'un clic pour signer une pétition, et pourtant, la mobilisation reste 10 fois plus faible. Ce n'est pas que le public doute moins, c'est que l'indignation aujourd'hui se consomme plus qu'elle s'organise. Elle prend la forme la plus rapide à partager et pas la plus profonde à ressentir. Ce mécanisme d'ailleurs ne s'arrête pas à Batman. En 2005, Daniel Craig est annoncé comme le nouveau James Bond et un site entier, craignotbond.com, se monte pour appeler au boycott. Trop blond, trop petit, pas assez racé pour incarner l'espion le plus élégant du cinéma, répètent ses rédacteurs. Il enchaînera 5 films et près de 4 milliards de dollars de recettes, aujourd'hui unanimement cité parmi les meilleurs interprètes du rôle. Un an plus tard, en 2006, c'est au tour de Heath Ledger d'essuyer le même mépris pour son rôle. Un fan le compare sur un forum de l'époque à une feuille de salade côté charisme. 2 ans après, il reçoit l'Oscar du meilleur second rôle à titre posthume. Et ça révèle un mécanisme qui se répète absolument dans tous les domaines où la réputation précède le travail. Sur le papier, la personne a raison. Elle a les compétences, le potentiel et parfois même les preuves. Mais elle doit quand même se battre pour l'imposer. Pourquoi? Parce que la légitimité ne s'accorde pas en avance. Elle s'arrache après coup dans l'exécution, jamais dans l'annonce. Et encore moins dans le bruit qu'elle génère à l'annonce. Remplace la personne par Pattinson, remplace le papier par une décennie de films indépendants que personne n'avait jamais vraiment regardé. Tu obtiens exactement la même chose que celle qui a fait trembler Michael Keaton en 1989 et Ben Affleck en 2013. Le rôle ne se gagne jamais au moment du casting. Il se gagne à la sortie du film, quand il est trop tard pour changer d'avis, et encore plus tard pour prétendre qu'on avait raison de douter. 7 ans plus tard, ce mécanisme continue de tourner. Sauf que cette fois-ci, il tourne dans l'autre sens. En avril 2026, Pattinson partage l'affiche de The Drama, produit par A24, une comédie dramatique romantique aux côtés de Zendaya. Le film devient l'un des plus gros succès du studio cette année-là. En juillet, il apparaît dans The Odyssey, entouré de Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway et Charlize Theron. Le film dépasse les 900 millions de dollars au box-office mondial. À eux deux, The Drama et The Odyssey cumulent plus d'1 milliard de dollars. Et ce n'est même pas fini. En septembre sort Prime Time, où il incarne Chris Hansen, l'animateur bien réel d'une émission américaine de True Crime, un rôle biographique à milieu de tout ce qu'on vient de citer. En décembre, il rejoint l'univers de Dune pour le 3e volet de Denis Villeneuve, et quelque part entre les deux, il tourne aussi dans un thriller de casse pour Netflix, aux côtés de Denzel Washington. Dans Dune partie 3, il n'incarne ni un héros, ni un vilain classique. Il joue Saïtal, un visage danseur capable de prendre l'apparence de n'importe qui. Un rôle qui exige de disparaître complètement derrière un personnage, l'exact opposé de l'icône reconnaissable qu'est Batman. Dans The Odyssey, budgétisé à plus de 250 millions de dollars, il n'est même pas le protagoniste. Il incarne un prétendant manipulateur face à Matt Damon, noyé dans une distribution si dense, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya, que son nom passe presque inaperçu au générique. Ce n'est plus un acteur qui cherche à se faire remarquer, c'est un acteur qui peut se permettre de disparaître dans l'ensemble. Et pourquoi? Parce que sa place n'a plus besoin d'être prouvée. 5 films, 5 genres complètement différents, 5 fois où plus personne ne s'est demandé s'il en était capable. Toi-même, la dernière fois où tu as jugé quelqu'un sur une étiquette plutôt que ce qu'il faisait sous tes yeux, tu te souviens de laquelle? De combien de temps ça t'a pris pour changer d'avis? Mais voilà le twist. Pendant que la partie 2 de Batman attend son tour de tournage, prévu pour le printemps 2026, plus personne ne parle de lui comme l'acteur de Batman. On
parle de lui comme un acteur tout court, celui qui enchaîne les registres sans qu'on puisse deviner ce qu'il fera après. Ironiquement, c'est peut-être la preuve la plus forte qu'il ait jamais donnée qu'il était capable de porter la cape. Parce qu'un bon Batman, ce n'est jamais celui qui reste prisonnier du costume, c'est celui qui prouve, une fois le masque retiré, qu'il existe quelque chose de plus grand en dessous. Alors revenons à la question qui nous a traversé l'esprit en 2019. Pourquoi cette controverse, objectivement la plus petite des trois, nous a donné l'impression d'être la plus grande? Parce qu'Internet ne mesure jamais l'ampleur d'un doute. Il mesure la vitesse. 50 000 lettres manuscrites en 1989, ça prenait des semaines à s'accumuler, presque discrètement, loin des radars. 5000 signatures en 2019, ça prend 6 heures. Et ça atterrit instantanément dans un article, un tweet, un titre choc repris 100 fois. Le bruit s'est fait plus fort, pas la conviction. Et depuis, on confond systématiquement les deux. Donc si on doit vraiment comparer les Batman entre eux, la question n'est pas de savoir qui a subi le moins de doute au casting. Tout le monde en a subi. La vraie ligne de partage, c'est de savoir qui a réussi à refermer l'écart une fois le film sorti et qui ne l'a jamais refermé. George Clooney, en 1997, incarne Batman dans Batman et Robin. Le film est éreinté par la critique, boudé par le public, et Clooney lui-même admettra plus tard, dans une interview restée célèbre, qu'il pense avoir contribué à tuer la franchise pour près d'une décennie. Contrairement à Keaton, Affleck et Pattinson, il n'a jamais eu ce moment de bascule. L'écart entre ce qu'on attendait de lui et ce qu'il a livré ne s'est jamais refermé. La seule vraie différence entre un bon Batman et un mauvais Batman, ce n'est pas le costume, la mâchoire, le nombre de pétitions au casting. C'est la capacité à transformer le doute en preuve une fois la caméra éteinte. Alors maintenant, est-ce que Robert Pattinson est un bon Batman? Oui, mais pas parce qu'il ressemble à l'idée qu'on se fait du personnage. Parce qu'il a exactement fait ce que les meilleurs avant lui ont fait. Il a laissé le travail parler plus fort que l'étiquette. Et il continue de le faire film après film, rôle après rôle, bien au-delà de Gotham. Ça vaut pour Hollywood, mais ça vaut aussi exactement pareil pour n'importe quelle marque, n'importe quel créateur, n'importe qui essaie de se réinventer sous le regard de gens qui ne connaissent que sa version d'avant. La légitimité perçue, c'est ce qu'on te prête sur la base de ton passé. La légitimité réelle, c'est ce que tu prouves une fois qu'on arrête de regarder à travers ce filtre. Et la seule façon de fermer cet écart, ça a toujours été la même. Livrer le travail, encaisser le silence qui suit et attendre que le temps fasse le tri. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personne ne l'appelle plus l'acteur de Batman. Ce n'est pas qu'on a oublié qu'il porte la cape, c'est qu'il a prouvé qu'il est bien plus que ça et que Batman finalement n'est qu'une étape parmi d'autres. La prochaine fois que tu vois une pétition, un bad buzz, un torrent de commentaires qui décrète que ce choix est la pire idée du siècle, souviens-toi de celle-ci. 5000 signatures, un surnom moqueur, 7 ans de silence et plus rien sauf le travail qui a fini par répondre à sa place. C'était Enzo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais avant ça, abonne-toi parce que c'est très important.